Bonjour, ce qu'on va voir dans cette vidéo, sujet de bac, Polynésie, donc du 6 mai 2022. Attention, il y a deux épreuves, le 5 mai et le 6 mai. Celle-là, c'est celle du 6 mai et on va corriger l'exercice qui porte sur les suites. Voilà, on y va. Dedans, donc, il y a de la récurrence, il y a des limites, il y a un algorithme de seuil, il y a tout ça, très intéressant. C'est parti. Alors, on nous dit... Au début de l'année 2021, une colonie d'oiseaux comptait 40 individus. L'observation conduit à modéliser l'évolution de la population par la suite U définie pour tout entier naturel. N par, on nous donne le premier terme, U0 vaut 40, et on nous donne une relation de récurrence. Donc il manque un petit 1, c'est UN plus 1 bien entendu. Donner une estimation selon ce modèle du nombre d'oiseaux dans la colonie au début de l'année 2022. Donc, vous voyez, on nous dit bien UN désigne le nombre d'individus au début de l'année 2021 plus N. Donc on veut le nombre d'oiseaux dans la colonie au début de l'année 2022. Alors, juste pour être bien clair, donc UN c'est le nombre d'individus au début de l'année 2021 plus N. Donc nous dans la question on nous demande au début de l'année 2022. Il se trouve que 2022 c'est égal à 2021 plus 1. Donc en réalité, le nombre d'individus au début de l'année 2022, donc 2021 plus 1, donc ça correspond à U1. Donc en réalité, ce qu'on vous demande, c'est tout simplement de calculer le terme de la suite qui s'appelle U1. Alors pour la rédaction, je recopie un petit peu la formule qui me permet de définir la suite. Et donc maintenant, je vais faire le calcul de U1. J'utilise la formule de récurrence ici qui permet de calculer un terme lorsque je connais le précédent. Donc U1, le précédent, c'est U0. Donc U1 va être égal à 0,008 fois U0 fois 200 moins U0. Donc ça nous donne 0,008 fois U0, facteur de 200 moins U0. U0 vaut 40, donc au final ça donne 0,008 fois 40 fois 200 moins 40, et donc ça nous donne 51,2. Alors, on peut critiquer un petit peu ce résultat, on parle d'un nombre d'individus, donc on ne va pas pouvoir avoir 51,2 oiseaux dans cette colonie, donc U1 ça ne change pas qu'il est égal à ça. Par contre dans la phrase réponse, je peux peut-être dire que du coup le nombre d'oiseaux en 2022 au début de l'année 2022 sera d'environ 51. Voilà, donc je m'autorise à arrondir à l'entier le plus proche dans la phrase réponse uniquement. On passe du coup à la question 2. Dans la question 2, on considère la fonction f définie sur l'intervalle 0-100 par f de x égale 0,008x fois 200 moins x. Résoudre dans l'intervalle 0-100 l'équation f de x égale x. Alors, on va résoudre cette équation. Donc, dans 0,100, f de x égale x. Donc, dans un premier temps, la première chose que je peux faire, c'est de remplacer f de x par son expression. Donc, je reprends l'énoncé. Dans l'énoncé, f de x est égal à 0,008x fois 200 moins x. Donc, 0,008x fois 200 moins x égale x. Donc ces deux équations sont équivalentes. Ensuite, je vais commencer à résoudre. Alors, un petit peu comme dans le sujet qu'on a pu corriger hier, ici, il est hors de question de dire que finalement, x, je peux diviser par x. Pourquoi? On ne peut pas simplifier par x parce que diviser par x, c'est toujours délicat parce que peut-être que x peut être égal à 0. Et effectivement, ici, on est dans l'intervalle 0-100, donc x égale 0 n'est pas du tout exclu. Donc quand vous divisez par x, ça n'est pas anodin, ça n'est pas une petite histoire, c'est une faute grave en mathématiques, une erreur, importante en mathématiques, puisque vous n'avez pas le droit de diviser par quelque chose si vous n'êtes pas sûr et certain que cette chose est différente de 0. Donc, vous devez garder le x. Dans ce cas-là, en général, ça se règle toujours de la même manière. Quand vous avez la sensation que vous pouviez simplifier par x, c'est qu'en fait, vous pouvez ici avoir... Vous pouvez tout transposer dans le même membre et factoriser. Voilà. En général, quand vous avez la sensation que vous pouvez simplifier, c'est qu'en fait, vous pouvez transposer puis factoriser par x.
Et vous allez voir que du coup, on va avoir les solutions qui vont apparaître. Donc si je factorise par x ici, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir 0, donc x facteur de 0,008 qui est multiplié toujours par 200 moins x, et moins 1, puisqu'ici c'était moins 1 fois x, égale 0. À l'intérieur, je peux peut-être développer un tout petit peu. Donc x facteur de 0,008 fois 200, qui est égal à 1,6, moins 0,008x, moins 1, égale 0. 1,6 moins 1, cela va nous donner 0,6. Donc x facteur de 0,6 moins 0,008x égale 0. Et désormais, vous avez face à vous pardon, une équation de produit nul. Donc ici, on a un produit. On peut donc dire que c'est équivalent à dire que x égale 0 ou 0,6 moins 0,008x égale 0. Donc, équivalent à dire que x est égal à 0 ou que 0,6 moins 0,008x égale 0. Ici, j'ai trouvé une solution. Là, je n'ai pas encore trouvé. Mais, comme je fonctionne par équivalence, eh bien, il faut que je garde exactement les mêmes informations sur chacune de mes lignes. Donc, je répète x égale 0, même si j'ai la sensation que c'est terminé et que je pourrais m'en passer. Je répète quand même pour garder toutes les informations. Ici, je m'aperçois ici que j'ai 0,6 moins 0,008x. Donc, je vais transposer moins 0,008x. Donc, je vais ajouter 0,008x dans les deux membres de l'équation. Et donc, je vais pouvoir isoler x. Donc, c'est équivalent à x égale 0 ou, alors je ne sais pas si vous voyez encore, si c'est bon, x égale 0,6 divisé par 0,008. Il ne reste plus qu'à calculer ça. Et c'est égal à 75. Donc finalement, ici, je vais décaler un petit peu le tableau. C'est équivalent à dire que x égale 0 ou x égale 75. Alors, tout de suite, quand on a fini de résoudre l'équation, on vérifie que les solutions qu'on a trouvées sont dans l'intervalle dans lequel on tentait de résoudre cette équation. On tentait de résoudre l'équation dans l'intervalle 0,100. 0 et 75 sont toutes les deux, ces valeurs-là, dans l'intervalle 0,100. Donc, elles sont bien toutes les deux solutions. On n'en exclut aucune. Donc, on peut parler d'ensemble de solutions de cette inéquation. Donc, l'ensemble des solutions est 0,75 entre accolades, puisque je cite les deux solutions. J'ai parlé d'un ensemble de solutions, donc il faut la notation ensembliste, d'où les accolades, et pas juste 0,75, parce que je n'ai pas dit les solutions sont, j'ai dit l'ensemble des solutions est. Donc j'ai la notation d'un ensemble avec les accolades dans lequel je cite les deux solutions 0 et 75. On passe à la question suivante. Question 3a. Démontrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0,100 et dresser son tableau de variation. Donc, je me recopie toujours l'expression de la fonction f, et donc on me demande de la dériver, enfin on me demande son sens de variation. Je sais que pour trouver le sens de variation d'une fonction, eh bien, une des méthodes, c'est de calculer l'expression de la dérivée, donc f' de x, et de déterminer le signe de la dérivée, ce qui va me donner les variations de la fonction. Ici, vous avez f de x qui vaut cette expression-là. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous voyez ça comme un produit et vous utilisez la dérivée pour les formules du type u fois v. Voilà, vous dites que f est de la forme u fois v et que donc f' sera de la forme u'v plus uv'. Soit vous pouvez modifier l'écriture avant
avant de commencer à dériver. Donc ici, vous pouvez tout à fait développer. Moi, c'est ce que je vais faire. Ça paraît plus simple, c'est-à-dire que ça va éviter d'utiliser ces formules-là. Donc on va développer et on va obtenir un polynôme du second degré. Et en plus, ce sera encore plus simple à dire que la fonction était bien dérivable, puisqu'on va avoir face à nous un polynôme du second degré. Donc si je développe donc 0,008x fois 200, cela donne 1,6x moins 0,08x fois x, donc 0,008x au carré. J'ai donc devant moi un polynôme du second degré, c'est donc une fonction qui est dérivable sur son ensemble de définitions. Voilà. Alors un jour de bac, vous pouvez l'écrire. Normalement, ça n'est pas sanctionné si vous ne l'écrivez pas. Donc moi, je vais quand même l'écrire au passage pour que la correction soit propre. Donc voilà, f est dérivable sur 0,100 en tant que fonction polynomiale. Et eh bien, pour tout x appartenant à 0,100, eh bien, on a que f' de x est égal à... Alors, on prend l'expression qui est là, et on va dériver. Donc, 1,6x, la dérivée est égale à 1,6. Je recopie l'opération principale, moins 0,008 fois x au carré. Lorsque je dérive, je recopie donc 0,008, je dérive x au carré, qui me donne 2x. J'obtiens donc 1,6 moins 0,016x. Je me retrouve avec l'expression pour la dérivée d'une fonction affine, ce qui était, on pouvait tout à fait le voir à l'avance, puisqu'on dérivait une fonction polynomiale de degré 2, donc la dérivée d'une fonction polynomiale de degré 2 va nous donner ici une fonction affine. Donc je dois trouver le signe de f' de x sur 0,100 afin de connaître les variations de la fonction f. Je vais donc faire un petit tableau de signes et il va falloir que j'étudie le signe de cette fonction affine. Alors pour me donner un petit peu plus de place, je vais recopier simplement f' de x en haut de mon tableau. Je vais effacer ce que j'ai fait, ça va me laisser la place de faire le tableau de signes. Donc voilà, j'ai recopié l'expression de la dérivée en haut. Ici, j'ai commencé à faire mon tableau de signes. Alors dans mon tableau de signes, j'ai mis directement signe de f' de x. Il n'y a pas d'étape puisque finalement, f' de x c'est directement, ça n'est finalement qu'une fonction affine. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre signe de 1,6 moins 0,016x à la place de f' de x. Mais c'est vraiment la même chose, donc pas besoin de faire plusieurs étapes. Du coup, il va falloir que j'étudie le signe. Alors, on est sur 0,100 au niveau des bornes. Pour étudier le signe, il y a plusieurs manières possibles. Une des manières, c'est d'écrire l'inéquation, donc de chercher quand est-ce que 1,6 moins 0,016x est positif. Donc ça, cette inéquation, c'est équivalent à dire que 1,6 va être plus grand que 0,016x. Alors, je répète, quand je vois qu'il y a un moins dans le coefficient devant x, eh bien, c'est ce terme ici que je décide de transposer. Comme ça, vous voyez, devant ici, désormais, il y a un signe plus. Et quand je vais diviser par 0,016, ça me permet de ne pas avoir à penser au fait que quand c'est un nombre négatif, je dois changer le sens ou pas. Voilà. Donc, finalement, ici, j'obtiens que x est inférieur à 1,6 divisé par 0,016. Et si on fait ce calcul, eh bien on trouve 100. Donc c'est équivalent à dire qu'on a 100 qui est plus grand que x, donc, ou que x est plus petit que 100. Donc finalement, on a trouvé quoi là-dedans? Alors, si j'avais mis 0, égal à la place de supérieur ou égal, à la place de supérieur strictement, je vais y arriver. Si j'avais mis égal, j'aurais mis égal, égal, égal. Donc en fait, si jamais x vaut 100, eh bien f' de x vaut 0. Et 1,6 moins 0,016x sera positif si x est inférieur à 100. Donc pour les x inférieurs à 100, eh bien, le résultat est positif. On obtient donc que la fonction f est une fonction qui est strictement croissante sur 0,100. Et je vais pouvoir chercher ici la valeur des images que vous devez remplir. Quand on vous pose la question de dresser le tableau de variation ici de la fonction f, on ne vous a pas juste demandé d'étudier les variations de la fonction f, auquel cas vous n'auriez pas été obligé de faire le tableau de variation, vous auriez pu faire une phrase réponse
en disant simplement que la dérivée étant positive sur 0,100, eh bien, la fonction est croissante sur 0,100. Mais là, ici, on vous demande un tableau de variation, donc il faut qu'il soit complet. Il faut que vous mettiez ici les valeurs. Donc, il va falloir calculer f de 0 et f de 100. Je vais effacer ici sur le côté de mon tableau, même si vous feriez ça en dessous, le calcul de f de 0 et f de 100. Moi, je vais le faire sur le côté. La résolution de l'inéquation ici, c'est bien si elle apparaît. Hein, ce que je viens d'effacer, c'est bien quand ça apparaît sur votre copie. Donc, je vais calculer f de 0. Alors, pour calculer f de 0, faites attention, ne tombez pas dans le piège d'aller rechercher juste la première expression que vous voyez. Ça, c'est l'expression de f' et pas de f. Donc, pour calculer f de 0, on reprend l'expression de f et on l'applique avec x égale 0. Ça nous donne donc 0,008 fois 0 fois 200 moins 0. Donc ici, dans le calcul, il y a fois 0, donc finalement le résultat sera égal à 0. Je peux remplir le tableau. Ensuite, eh bien, il faut que je calcule f de 100. Donc ça, c'est f de 0. Hop, je peux mettre des petits points si je veux structurer un petit peu. f de 100, eh bien, c'est égal à 0,008 fois 100 fois 200 moins 100. Je ne sais pas si vous voyez tout, pas tout à fait, je décale un petit peu. Voilà. Donc, cela nous donne donc 0,008 fois 100, on va obtenir 0,8 fois, entre parenthèses, 200 moins 100, 200 moins 100 c'est égal à 100. Hop. Et donc, on va obtenir 80. Donc finalement, f de 100 est égal à 80. Et j'ai donc dressé le tableau de variation de la fonction f, ce qui m'était demandé. On peut donc passer à la question suivante. La question suivante, c'est la question 3b. Question 3b, c'est en remarquant que pour tout entier naturel n, eh bien en fait, un plus 1, ça peut être calculé, ça peut être exprimé sous la forme de f de un, donc l'image de un par la fonction f. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, eh bien 0 est plus petit que n, et plus petit que n plus 1 est plus petit que 100. Voilà, question relativement classique. Donc une des manières de rédiger une récurrence, c'est d'annoncer que vous allez faire une récurrence dans un premier temps. Donc je vais montrer par récurrence que la propriété Pn, donc Pn, il faut prendre la propriété que vous allez démontrer. La propriété que vous allez démontrer, c'est celle qui est dans votre énoncé. Hein. Vous voyez, on vous dit montrer que pour tout entier naturel n, 0 plus petit que n, plus petit que n plus 1, plus petit que 100. Donc c'est exactement ça la propriété Pn que vous allez démontrer. Donc on l'écrit entre guillemets. 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 100. Voilà. Donc, je vais montrer par récurrence que la propriété Pn est vraie pour tout entier naturel n. Alors, quand on fait une récurrence, on commence par, du coup, l'initialisation. L'initialisation, ça consiste à vérifier que la propriété, eh bien, elle est vraie pour le tout premier n qu'on pourrait considérer, donc le plus petit n qu'on pourrait considérer. Ici, on veut montrer que c'est vrai pour tout entier naturel, donc le plus petit entier naturel, eh bien, c'est 0. Donc le but, ça va être de vérifier que P0 est vrai. Alors écrivez-vous sur votre brouillon ce que c'est que P0. P0, on remplace tous les n par des 0, donc on a 0 plus petit que U0, plus petit que U0 plus 1, donc U1, plus petit que 100. Voilà, donc le but pour savoir si P0 est vrai, eh bien c'est de savoir si cette inégalité ici est vraie. Donc le mieux c'est de savoir ce que vaut U0 et ce que vaut U1. Alors U0, je vous rappelle que ça nous était donné dans l'exercice, la valeur c'est 40. Et U1, je vous rappelle qu'on l'avait calculé ensemble en début d'exercice, hein, c'était le nombre d'oiseaux au début de l'année 2022, et c'était 51,2. Voilà. Et il se trouve qu'effectivement, 40 est plus petit que 51,2, donc 40 est plus petit que 51,2, et qui sont tous les deux entre 0 et 100. Donc on va mettre or, donc on enfonce le clou, hein. Or 0 est plus petit que 40
qui est plus petit que 51,2. Des fois, c'est un peu difficile de rédiger quand ça paraît trop évident. Donc voilà, donc vous recopiez ici en remplaçant. Donc, or, 40 et 51,2 voilà, sont placés dans cet ordre-là. Et donc, on va dire P0 est vrai. Donc, 0 plus petit que U0 plus petit que U1 plus petit que 100. Et donc, la propriété P0 est vraie. Alors, vous pouvez dire est vrai ou est vérifié. Voilà, les deux termes sont acceptés. Une fois qu'on a fini l'initialisation, eh bien, on va passer à l'hérédité. On va vérifier que la propriété se transmet de génération en génération. C'est-à-dire que si elle est vraie pour un entier naturel n, elle sera obligatoirement vraie pour l'entier naturel qui suit, c'est-à-dire l'entier naturel n plus 1. J'efface pour reprendre et avoir de la place pour rédiger. Donc au niveau de la rédaction, je prends un n appartenant à grand N. Attention, je ne dis pas que c'est pour tout n appartenant à grand N, j'en choisis un complètement au hasard. Je suppose que la propriété Pn, donc je l'ai réécrite, c'est celle du début de la question, est vraie. Montrons que Pn plus 1 est encore vrai. Alors Pn plus 1, je vais l'écrire avec vous, ça peut vous poser des problèmes. Donc Pn plus 1, en fait c'est Pn où n a été remplacé par n plus 1. Donc en fait, ici dans l'écriture de la propriété, je vais remplacer tous les n par des n plus 1. Qu'est-ce que ça me donne? Donc 0 reste 0, un devient un plus 1, un plus 1 devient u, alors on remplace le n par n plus 1, donc ça fait n plus 1, ça c'est à la place du n, et il y a toujours le plus 1 qui est derrière. Finalement, c'est égal à n plus 2. Donc n plus 2. Et enfin, on a 100. Donc on veut montrer que Pn plus 1 est également vrai. Voilà. Alors, on va démarrer ici cette hérédité. On va partir de la propriété Pn qu'on a supposée comme étant vraie et on va essayer de reconstruire la propriété Pn plus 1. Alors, elles se ressemblent énormément, mais vous voyez qu'ici, un, je dois m'arranger pour refabriquer un plus 1, et qu'un plus 1, je dois m'arranger pour refabriquer un plus 2. Alors, l'astuce, c'est quoi? L'énoncé nous l'a donné. L'énoncé nous a dit, attention, un plus 1, regardez bien, c'est égal en fait à l'image de un par la fonction f. Effectivement, je vous rappelle l'expression de la fonction f. On avait f de x qui était égal à 0,008x facteur de 200 moins x. Si je remplace les x par des un, donc si je fais f de un, eh bien ça donne 0,008 un, facteur de 200 moins un, et ça c'est exactement l'expression de un plus 1 de la suite du début d'exercice. C'est exactement cette expression-là. Donc finalement, effectivement, quand dans f, je remplace x par un, j'obtiens un plus 1. Donc effectivement, f de un est bien égal à un plus 1. On dit que la fonction f, en fait, c'est la fonction associée à la formule de récurrence de la suite u. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que lorsque vous connaissez un, il suffit d'appliquer la fonction f pour trouver un plus 1. Alors, grossièrement, il faut que dans votre tête, ce soit lorsque j'ai un terme et que je calcule son image par la fonction f, j'obtiens le suivant. Donc ici, si j'ai mis un à l'intérieur de f, j'obtiens un plus 1. Mais si je mets un plus 1 à l'intérieur de f, eh bien, ce que je vais obtenir, c'est le terme suivant. Et le terme qui suit un plus 1, c'est un plus 2. Donc finalement, ce qui est très pratique, c'est que j'observe que lorsque j'ai la première inégalité, je vais appliquer f à chaque membre de l'inégalité et ça va me permettre de refabriquer exactement celle-là. Alors, on va y aller tranquillement. J'efface ça et on démarre. Alors, je pars de ce que je sais vrai, c'est-à-dire que un et un plus 1 ici sont coincés dans cet ordre-là entre 0 et 100. Voilà. Donc, je vais appliquer la fonction f à tous les membres de cette inégalité. Donc, je vais avoir f de 0, f de un, f de un plus 1 et f de 100. Alors, attention par contre. Là, vous voyez que j'ai laissé des trous ici. C'est pour savoir les sens des inégalités.
Lorsqu'on applique une fonction, eh bien, ce qui décide de si on conserve l'ordre ou si on change l'ordre, eh bien, c'est si la fonction que vous avez appliquée était une fonction croissante ou décroissante. Je vous refais un petit topo là-dessus. Quand vous avez une fonction, si jamais vous avez une fonction qui est croissante, eh bien, lorsque vous prenez deux nombres ici, un nombre a et un nombre b, si la fonction est croissante, eh bien, le nombre a qui était plus petit que le nombre b va avoir une image, f de a, qui va être plus petite que l'image du nombre b, qui est f de b. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous avez une fonction croissante, eh bien, et que vous avez des nombres qui sont rangés dans un certain ordre, ici vous avez que a est plus petit que b, eh bien, quand vous appliquez f, eh bien, le petit a l'image la plus petite. Donc en fait, vous conservez l'ordre. C'est-à-dire que si a est plus petit que b, eh bien, ça entraîne que l'image de a est plus petite que l'image de b. Alors que si vous êtes face à une fonction qui est décroissante, eh bien dans ce cas-là, la courbe n'est plus la même. Donc j'en dessine une, complètement au hasard. Hop, fonction décroissante ici. Dans ce cas-là, a est toujours plus petit que b, ça ne change pas. Mais l'image de a, eh bien, elle est devenue ici plus grande que l'image de b. C'est le fait que la fonction soit décroissante. Donc, on a beau avoir a plus petit que b, ça ne change pas. Si la fonction est décroissante, eh bien, alors strictement décroissante, eh bien, c'est f de a qui devient strictement plus grande que f de b. Donc, en fait, la clé dans cette question, et il faut absolument que ça apparaisse ici, quand on applique la fonction f, eh bien, il faut absolument qu'on garde le même sens, puisque la fonction f était croissante, vous l'avez démontré dans la question 3a. Donc ici, on va bien mettre car f est croissante sur l'intervalle 0,100. Donc toutes les valeurs pour lesquelles on est en train de prendre l'image sont bien dans l'intervalle où la fonction f est croissante. Donc voilà, je le dis, car f est croissante sur 0,100. Donc finalement, alors vous pouvez reprendre votre tableau de variation pour la fonction f. F de 0, on l'a déjà calculé, c'était 0. F de un, eh bien f de un, on a dit, souvenez-vous, on a fait un petit topo là-dessus avant de rédiger l'hérédité. On a dit que f de un, c'était un plus 1. Donc ici, f de un, je peux écrire que c'est un plus 1. Ici, f de un plus 1, ben on a dit c'est pareil, si j'applique f à un plus 1, désormais je vais trouver un plus 2. Donc je peux directement remplacer par un plus 2. Et f de 100, on l'avait calculé dans le tableau de variation, c'est 80. Donc finalement, on a prouvé que un plus 1 et un plus 2 sont entre 0 et 80 et qui sont rangés dans cet ordre-là. Alors, est-ce que c'est ce qu'on voulait? Nous, on voulait montrer Pn plus 1. Pn plus 1, ça ressemble énormément, sauf que là, on n'a pas ce qu'on veut. Nous, on a 80, l'exercice nous demande d'avoir 100. Mais finalement, si on a prouvé que des nombres étaient inférieurs à 80, eh bien finalement, on a prouvé qu'ils étaient a fortiori plus petits que 100, puisque 80 est lui-même plus petit que 100. Donc en fait, on a réussi à prouver mieux que ce qu'on voulait, mais comme nous, on veut quand même faire proprement l'exercice, eh bien on va quand même répéter ce que voulait l'exercice, c'est-à-dire que c'est compris entre 0 et 100, même si on a réussi à prouver mieux que ça, que c'était en fait entre 0 et 80. Donc n'hésitez pas à écrire ça sur votre copie. Et donc, eh bien, ça veut dire qu'on a prouvé que un plus 1 était positif, mais qu'il était plus petit que un plus 2 et qu'il était plus petit que 100. Voilà. Alors, très important de mettre des donc quand vous faites votre récurrence comme ça. Alors déjà parce que vous utilisez la croissance d'une fonction et donc c'est une simple implication. Et ensuite, ici, quand vous passez de là à là, eh bien, ce ne sont pas des choses qui sont équivalentes. C'est vraiment le fait que ce soit compris entre 0 et 80, ça entraîne que c'est compris entre 0 et 100, mais le contraire n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que vous avez des nombres entre 0 et 100 que forcément ils sont entre 0 et 80. Donc c'est vraiment des implications, des donc. Attention, jamais d'équivalence dans un raisonnement par récurrence. Ça pourrait vous apporter des malheurs. Et en plus, eh bien, on n'en a absolument pas besoin, puisqu'on veut montrer simplement une implication. Le fait que Pn soit vrai entraîne que Pn plus 1 est également vrai. J'ai fini l'hérédité, puisque ici je suis arrivé à Pn plus 1, donc je peux peut-être mettre une petite conclusion. Donc Pn plus 1
est vrai. Donc finalement, on a prouvé que Pn entraînait Pn plus 1. Je peux l'écrire aussi. Donc Pn entraîne Pn plus 1. Donc là, on a vraiment prouvé l'hérédité. Hop, je décale pour que vous voyez. Voilà. Donc, il me reste juste à écrire la conclusion de ce raisonnement. Donc, je vais effacer ça pour écrire l'étape conclusion. Donc, conclusion. Donc, certains aiment bien dire la propriété a été initialisée et est héréditaire. Donc, elle est vraie pour tout n. Donc, vous pouvez tout simplement conclure. Hein, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, on a que 0 est inférieur à un qui est lui-même inférieur à un plus 1, qui est lui-même inférieur à 100. Voilà, ça va très bien. Ou sinon, vous pouvez mettre pour tout n appartenant à grand N, la propriété Pn est vraie. Voilà pour la fin de cette récurrence. Ça nous amène à la question 3C. Dans la question 3C, on nous dit en déduire que la suite U est convergente. Alors, question très classique, hein, vous avez peut-être l'habitude de faire des sujets de bac, et donc vous savez que quand on vous fait prouver quelque chose comme ça, ensuite, très certainement, on va vous demander de montrer que la suite est convergente. Alors, pourquoi elle serait convergente quand on a cette inégalité-là? Alors, il y a deux choses là-dedans. Hein. Il y a le fait que votre suite est bornée. Là, ici, vous avez prouvé que tous les termes de la suite seraient entre 0 et 100. Donc, votre suite est à la fois minorée par 0 et majorée par 100. Deuxième information qu'il y a quand on a démontré ça, eh bien, c'est qu'un terme est toujours plus petit que le suivant. Ce qui veut dire que finalement, la suite est croissante. Donc, je vais dire ces deux choses-là. Je vais dire un est inférieur ou égal à un plus 1 pour tout n appartenant à grand N, donc la suite est croissante. Et ensuite, je vais dire que un pour tout n appartenant à grand N, un est plus petit que 100, donc la suite est majorée par 100. Et je vais utiliser le théorème qui dit que toute suite croissante et majorée et convergente. Voilà, tout de suite, croissante et majorée et, EST, hein, le verbe être, convergente. Vous auriez pu être dans le cas où là, ce serait inversé. Et donc, dans ce cas-là, on aurait eu une suite décroissante. Et donc, il aurait fallu utiliser le fait qu'elle était minorée. Parce que vous avez soit tout de suite croissante et majorée et convergente, soit tout de suite décroissante et minorée et convergente. Donc, dans cette question, essayez de bien mettre en évidence vos arguments. Pour tout n appartenant à grand N, un est inférieur ou égal à un plus 1. Donc, en réalité, on a prouvé que la suite U est croissante. Ensuite, on peut dire que pour tout n appartenant à grand N, un est inférieur ou égal à 100. De tout ça, je peux juste extraire un plus petit que 100. Donc, je peux en déduire que la suite U est majorée par 100. De ces deux hypothèses, enfin de ces deux faits, eh bien, je peux en déduire que la suite U converge. Voilà, donc un converge vers un réel petit l. Hein. Petit l, en général, on note petit l parce que c'est la première lettre du mot limite. Voilà, donc quand on dit que ça converge, c'est qu'il y a une limite qui est finie. Et donc, on dit converge vers un réel petit l. Et la seule chose qu'on sait, c'est que le petit l ne pourra pas être au-dessus de 100. Donc, petit l, c'est forcément inférieur ou égal à 100. Ici, j'ai mis un ou égal, ça ne se voit pas trop, je le refais, hop, voilà. Donc, obligatoirement, elle est convergente vers un réel plus petit que 100, puisque de toute façon, elle était majorée par 100, donc j'avais aucun terme supérieur à 100, donc la suite ne peut pas tendre vers un réel plus grand que 100. Voilà ce qu'on peut dire à cette question 3C. On arrive donc à la question 3D, déterminer la limite petit l de la suite U, interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Alors la clé dans cette question, on vous demande de déterminer des limites pour des suites qui sont définies par une formule de récurrence. Eh bien, ça va être la continuité de la fonction. Voilà, je vais expliquer ça. Deux manières de déterminer la limite d'une suite. Soit vous connaissez la formule explicite, type ça, 3 plus 1 sur n par exemple. Si vous avez une formule explicite, vous pouvez essayer de voir ce qui se passe quand n tend vers plus infini. 1 sur n va tendre vers 0, donc 3 plus 1 sur n, eh bien, ça tendrait vers 3. Bon, ça, c'est quand vous avez une formule explicite. Le problème, c'est qu'ici, et de plus en plus dans les sujets de bac, on n'a pas la formule explicite. Pardon. Et donc, on doit se contenter de la formule de récurrence. Alors, le but, ça va être, pour calculer la limite, eh bien, ça va être finalement de partir de cette relation qu'on a grâce à la fonction f, donc de un plus 1 est égal à f de un, et de passer cette relation à la limite. Donc si un plus 1 est égal à f de un pour tout n, eh bien ça veut dire que la limite
quand vous avez deux suites qui sont égales, hein, leurs limites sont égales. Donc la limite de un plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien, est égale à la limite de f de un lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà. La limite de un plus 1, bah, c'est la limite de la suite u finalement. Hein. Un plus 1 et un eh bien, tendent vers la même limite. Donc finalement, c'est ce que j'ai appelé petit l. Donc ici, je peux dire que petit l doit être égal à, et c'est ici que c'est délicat. En fait, on aimerait dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de f de un, bah, en fait, c'est f de petit l. Mais ça, c'est pas gratuit en mathématiques. Hein. Pour pouvoir rentrer la limite à l'intérieur de la fonction, écrire que c'est égal en fait à f de la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien, il faut que la fonction f soit continue. Et donc ça, il va falloir le dire. Donc ça, j'ai le droit d'écrire que la limite de f de un, c'est égal à f de la limite de un, car f est continue sur 0, 100. Alors, si vous voulez justifier de pourquoi vous pouvez dire qu'elle est continue, bah, vous avez deux solutions. Soit vous dites que c'est parce qu'elle est dérivable sur intervalle 0, 100. Toute fonction dérivable sur un intervalle est continue sur cet intervalle. Soit vous dites que la fonction f, vous savez, on l'a vu en début d'exercice, hein, c'est une fonction polynomiale de degré 2 et toutes les fonctions polynomiales sont continues sur leurs ensembles de définition. Donc finalement, voilà, deux manières de dire. Donc car f est continue sur 0, 100, vous pouvez dire en tant que fonction polynomiale. Hop, en tout cas, il faut que ça apparaisse, le fait qu'elle est continue. Très important. C'est la clé de ce théorème. Et donc, finalement, ça veut dire que petit l est égal à f de petit l. Alors, il y a des versions raccourcies de cette rédaction. Hein. Il y en a qui disent, voilà, pour tout n appartenant à grand n, un plus 1 est égal à f de un, qui disent directement la fonction f est continue car dérivable, par exemple, sur l'intervalle 0,100. Donc, la limite vérifie L égale f de L. Si vous voulez rédiger ce que je viens de dire à l'oral, ça passera un jour de baccalauréat. Ici, très clairement, hein, un jour de baccalauréat, l'argument qu'on attend de vous, c'est car f est continue. Voilà. Ça, c'est raisonnement avec toutes les étapes, un petit peu propre. Vous pouvez faire un petit peu plus court, comme je l'ai dit. Du coup, ça veut dire que L est égal à f de L. Alors, ça ne nous a quand même pas donné la valeur de L. Donc, mais par contre, on sait que L égale f de L, eh bien, ça veut dire qu'en fait, L est solution de l'équation x égale f de x. Équation qu'on a résolue tout à l'heure dans la question 2. On a résolu l'équation f de x égale x. Et souvenez-vous, on avait trouvé deux solutions. On avait trouvé 0 et 100. Donc ici, on vient de prouver que la limite était une solution de l'équation x égale f de x. Or, les solutions, on les connaît. Elles sont 0 et 100. Alors, petite correction à apporter. Hein. Je viens de dire 0 et 100, mais si vous relisez ce qu'on a fait tout à l'heure, en réalité, on avait trouvé que les solutions de l'équation x égale f de x étaient 0 et 75. Donc finalement, ça veut dire que L égale 0 ou L égale 75. Mais il se trouve qu'il y a une de ces deux solutions qui n'est pas possible. L égale 0 n'est pas envisageable puisqu'on a la suite U qui est croissante et que le premier terme U0 vaut déjà 40. Donc si le premier terme vaut 40 et que la suite est croissante, eh bien tous les termes suivants sont au-dessus de 40 et donc la limite ne peut pas être égale à 0. Donc on va exclure cette possibilité, ce qui voudra dire que la limite est obligatoirement égale à 75. Donc on l'écrit, or L est différente de 0 car U0 est égal à 40 et UN est croissante. Et donc, à partir de là, cela veut dire que, alors vous pouvez mettre donc, pour tout n, un est supérieur à 40, hein, mais si vous avez mis ça, ça suffit. Donc finalement, U converge vers 75 lorsque n tend vers plus l'infini. Alors on nous demandait une interprétation dans le contexte de l'exercice, et bien ça veut dire qu'en fait, la population d'oiseaux va tendre vers 75 individus, plus les années passent. Voilà, on le dit, la population va tendre vers 75 individus. Voilà, donc la population va augmenter, elle partait de 40, hein, et puis ça va tendre vers 75. On passe à la dernière question.
question sur un algorithme. Donc on considère l'algorithme suivant. Voilà. On vous dit l'exécution de seuil 100 ne renvoie aucune valeur. Expliquez pourquoi à l'aide de la question 3. Alors, donc j'ai recopié l'algorithme, donc algorithme Python. Hein, donc quand vous voyez écrit def seuil p, ça veut dire qu'on est en train de créer une fonction qui va s'appeler seuil. Ça veut dire qu'après, si on veut appliquer la fonction, eh bien, il faudra dans la console écrire seuil et donc préciser le paramètre p. Et donc, visiblement, là, dans la question, ils ont choisi p égale 100. Bon, cet algorithme, comme son nom l'indique, c'est un algorithme de seuil. Un algorithme de seuil, c'est on va calculer les termes d'une suite et on va s'arrêter au moment où on a dépassé un certain seuil. Donc ici, c'est un algorithme de seuil qui permet de calculer l'année à partir de laquelle eh bien, le nombre d'individus va dépasser la valeur P. Donc pourquoi on se rend compte de ça? Vous voyez ici au début il y a l'initialisation, donc il y a n qui vaut 0, u qui vaut 40. Ça nous fait penser à u0 qui est égal à 40. Python lui il va retenir deux valeurs. Il va retenir une valeur dans une case mémoire n qui retient le rang et la valeur dans la case mémoire u qui retient la valeur réelle du terme. Donc en fait, u0 égale 40, si on veut le donner à Python, on est obligé de lui dire, en fait, dans la case mémoire n, tu retiens 0, et dans la case mémoire u, tu retiens 40. Voilà. Donc en fait, u0 égale 40, on va l'écrire comme ça dans Python. Python, lui, ne sait absolument pas qu'on parle d'une suite, etc. Hein. Donc lui, il retient des valeurs. Ensuite, on a un while u plus petit que p. Un while, ça veut dire tant que. Donc ça veut dire que tant que la condition qui est ici est vérifiée, eh bien, on fera ces actions. Donc en fait, on va être amené à répéter ces actions. Et donc là, c'est sûrement ça qui se passe quand on nous dit l'algorithme ne renvoie pas de valeur pour p égale 100. C'est certainement qu'ici, la boucle tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond, et que ici, la condition u plus petit que p, en fait, est toujours réalisée et que, en fait, on n'aura jamais aucun rang pour laquelle cette condition ne sera pas réalisée. Ce qui va expliquer que l'algorithme va tourner en rond. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le while? Le n augmente de 1. Puisqu'on prend l'ancien n, on rajoute 1, on le restocke dans la case n. Donc, vous voyez, par exemple, au premier tour de boucle, comme n valait 0 au départ, eh bien, désormais, n va être égal à 1. Le u, là, ici, si vous reconnaissez, hein, c'est la formule pour calculer le terme qui suit le terme de rang n avec la suite de l'exercice. Donc finalement, le u, on va remplacer u ici par 40, et puis au premier tour de boucle, du coup, u va être égal à ce que nous, on connaît comme étant u1, c'est-à-dire 51,2. Puis ça va continuer comme ça, comme 51,2 est plus petit que 100, eh bien, on va continuer, on va continuer, on va continuer. Alors, pourquoi est-ce qu'on est sûr que cet algorithme ne renverra rien et va continuer à tourner à l'infini? Eh bien, parce qu'on est en train de se demander quand est-ce que, il est censé s'arrêter lorsque u plus petit que 100 n'est pas réalisé. Donc, u plus petit que 100, puisqu'on a remplacé p par 100, l'algorithme, lui, dans sa tête, ça devient ça. Ça devient tant que u est plus petit que 100, je fais les actions ici. Sauf qu'en réalité, la suite u, eh bien, on a vu dans l'exercice qu'elle était croissante et qu'elle tendait vers 75. Ce qui veut dire que la suite u ne dépassera jamais la valeur 75 et donc, a fortiori, elle ne dépassera jamais la valeur 100. Donc, il suffit de justifier comme ça. On va dire que la limite de u, c'est 75 quand n tend vers plus l'infini et que, deuxièmement, la suite u est croissante. Donc, ça veut dire que eh bien, pour tout n appartenant à grand N, finalement, si on a une suite croissante qui tend vers 75, ça veut dire que finalement, elle est majorée par 75, cette suite. Donc, si elle est majorée par 75, eh bien, la condition u plus petit que 100 est toujours réalisée. Ça veut dire que le while, eh bien, on n'en sortira jamais. Donc, ici, vous précisez, alors il faut essayer d'expliquer d'une manière, parce qu'on voit que vous avez compris. Hein. Donc, la condition u plus petit que 100 sera toujours réalisée. Et donc, eh bien, le programme va tourner en boucle. Donc le programme ne s'arrêtera jamais.
Voilà, puisque vous pouvez rajouter une phrase, vous pouvez dire le programme s'arrêtera lorsque U dépassera 100, ce qui n'arrivera jamais. Ça y est, exercice terminé. J'espère que tout est bien compris. N'hésitez pas à aller voir d'autres exercices du même genre. Vous avez notamment l'épreuve du 5 mai, donc la veille du 6 mai, toujours Polynésie 2022, que je vais vous mettre en lien ici dans les 2 vidéos qui vont apparaître au-dessus de moi. À bientôt!